Alors, Esther Benbassa, bonjour. Bonjour. Je vais quand même dire un mot très vite de la raison pour laquelle j'ai accepté de faire cet entretien, qui est un exercice très inhabituel pour moi et pour nous à Politis, parce qu'il se trouve que les causes que vous avez défendues tout au long de ces 6 années de mandat sont aussi des causes qui sont un peu les nôtres, dont on rend compte beaucoup dans le journal. Bon, alors on vous a appelé la sénatrice des sans-voix. Et précisément, c'est ça qui nous intéresse à Politis, c'est que vous avez été au contact de gens qui généralement sont quand même les maudits de la République, pour dire les choses par leur nom, hein, de façon tout à fait injuste. On vous voit dans les prisons, on vous voit avec les prostituées, on vous voit avec les toxicos, on vous voit avec les transgenres, tous ces gens qui sont quand même les damnés de la terre, on pourrait presque dire. Vous les côtoyez. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas sous les ordres de la République en permanence, c'est bien vous. Si j'ai accepté à la demande de LV et de représenter ce parti et ses causes, c'est aussi pour faire des choses qui ont un sens. Je ne suis pas venue ici pour gagner ma vie, parce que je la gagnais plus tranquillement qu'en faisant de la politique. Je suis une universitaire, et puis je suis une associative, une militante pour les causes dites humanitaires, pour les libertés individuelles. Ces causes que j'ai défendues ici, je les défendais dans le passé, et là j'ai eu plus de possibilités parce que j'avais aussi un contact avec les autres associations, avec des journaux, des revues comme les vôtres, et aussi une société civile qui s'adressait plus facilement à moi parce que je n'ai pas les manières encore du politicien type. Je ne les critique pas, chacun a ses manières, mais moi je viens d'un autre univers et j'ai une histoire aussi que je porte. Cette histoire qui est Alors, la mienne. Dites en quelques mots comme de cette histoire, parce qu'elle est très singulière dans l'univers politique français. Moi, je viens d'une famille aisée qui s'est appauvrie, et donc j'ai suivi les aléas de cette vie. Je suis née à Istanbul, d'une famille d'origine judéo-espagnole. D'où cet accent délicieux. Délicieux pour certains, mais qui m'a aussi pour beaucoup, joué des tours. Bon, je suis une historienne des minorités, et ma propre histoire plus mon métier font que je ne pouvais pas m'intéresser qu'aux ordres de la République parce que je risquais de m'ennuyer. Je n'aime pas regarder, mais j'aime agir surtout. Je ne crois pas mentir en disant que vous êtes presque la seule, en tout cas parmi les grands élus de la République, à défendre un certain nombre de causes qui ne sont pas très très fréquentées, disons, par nos élus. Oui, enfin, c'est vrai, j'ai été une Faites pas la modeste, il faut dire des choses, parce que je crois que c'est très... C'est difficile de parler de ce qu'on avait. D'abord, j'ai appris une chose, qu'on ne pourra jamais faire la révolution, et que c'est la révolution au jour le jour, par petites gouttes, qui aboutira un jour. Bon, moi, j'ai une empathie pour ceux qui n'ont pas la possibilité de parler haut et fort pour se défendre. Tous les efforts qu'on fera dans ces assemblées pour mettre la société civile, c'est pas de cette société civile dont je parle. Il n'y aura pas ma boulangère, il n'y aura pas la personne qui n'arrive pas à avoir d'appartement et qui est dans une pauvreté totale, l'immigré qui est là depuis 8 ans et qui a construit nos maisons, dont la femme a gardé nos enfants, nos petits-enfants, et qui n'a toujours pas ses papiers, les réfugiés sous les ponts, les prostituées, les personnes prostituées. C'est important parce que ce que vous dites là, c'est un peu d'ailleurs s'étendre aux autres causes que vous avez défendues. Vous n'êtes pas une idéologue, vous avez des convictions, mais pas une idéologue. Vous prenez en charge les dossiers des vrais gens au plus près d'eux et de la façon la plus humaine et la plus concrète pour les sortir un peu de la mouise. Et ça, vous avez fait ça quelquefois cas par cas et en leur apportant en plus l'expertise des services du Sénat, etc. C'est pas très très courant pour les aider. Je le fais parce que je n'ai jamais vu la politique comme quelque chose de personnel, ni comme métier, ni
ni comme un engagement personnel. Moi, je suis engagée pour des causes, je suis engagée pour des êtres humains. Je crois qu'il y a un éloignement entre le peuple et les dirigeants. Ça, c'est une évidence. Et un éloignement peut-être avec l'histoire aussi, parce qu'on l'a vu au deuxième tour de la récente élection, beaucoup de gens finalement n'imaginaient pas vraiment ce que ce serait que d'avoir un ministre de l'Intérieur du Front National. Par rapport aux manifestations, par rapport aux libertés démocratiques, il y avait un manque d'imagination, en tout cas une incrédulité, et parfois là je crois aussi un peu d'ignorance par rapport à l'histoire, et cette histoire, vous l'avez dans la peau, quoi. Hein. Ah oui, moi quand j'ai travaillé sur la loi renseignement, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je crois que ces gens-là n'ont pas lu des livres d'histoire. On avait une loi qui était prête, n'est-ce pas, à faire repérer chaque personne, ses conversations, son comportement, pourquoi il manifestait, pourquoi il était là, pourquoi il n'était pas ailleurs. Enfin, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui touche le monde politique, c'est un peu la méconnaissance de l'histoire. L'histoire est devenue une sorte de gadget pour les autres. Donc on ne regarde pas l'histoire lors des récentes élections. Oui, on n'a pas de distanciation. Ouais. Voilà. Et moi, je suis une petite historienne, mais j'ai ce sens de cette distanciation qui est nécessaire, parce qu'on ne peut pas regarder le monde comme si on était sui generis, comme si nous étions les premiers habitants de la planète. Et justement, il y a eu un débat sur la laïcité, et vous êtes, vous, vraiment défenseur de ce que vous appelez la laïcité inclusive, c'est-à-dire vous, à la fois vous aimez en fait ces mythes de la République, etc., mais vous ne voulez pas non plus les grandir et les rendre abstraits, et surtout les livrer à l'instrumentalisation des ennemis finalement de ces grands principes. Qu'est-ce que c'est que la laïcité inclusive? Vous n'avez pas de faire un coup là-dessus, mais c'est quand même aussi très singulier dans le paysage politique. D'abord, moi, je ne suis pas pratiquante du tout, et même, je dirais, presque athée, mais je crois dans les symboles. Pour moi, les symboles sont constitutifs de notre imaginaire et de nos mentalités. On ne peut pas toujours parler d'une république qui a perdu ses valeurs, parce que liberté, égalité, fraternité, aujourd'hui, ne sont pas distribuées d'une manière égalitaire à tout le monde. Hein? Bon, équitable, pardon. Mais c'est vrai que quand on parle de laïcité aujourd'hui, enfin surtout ces dernières années, on a fait de la laïcité un instrument pour s'opposer à une minorité qui dérange. Et ça, on l'a vu dans l'histoire, il y a eu d'autres minorités qui ont dérangé et contre lesquelles on a mené des combats, et parfois on a focalisé sans mener des combats, et ça a mené à des catastrophes. Pour moi, la laïcité, c'est la loi de 1905, la loi que nous avons inclut le respect de toutes les confessions. La liberté du culte n'a pas été supprimée par cette loi. Mais certains croient que oui, hein, parce qu'ils ont gardé que le combat qu'on a mené contre les religions, contre une église omniprésente. Pour moi, la laïcité, ce n'est pas le rejet du culte de l'autre ou l'obliger à s'assimiler, à devenir sans religion. Et ceux qui pensent qu'ils vont supprimer les religions, ils se trompent, hélas, je veux leur dire, parce que ça fait des millénaires que les religions existent. Mais qu'on combatte les clergés, oui. Mais ces derniers temps, on a instrumentalisé. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'accrochent à quelques signes distinctifs parce que probablement la République n'a pas non plus rempli son rôle. Et ces gens sont en recherche identitaire. Il faut comprendre ça aussi, et que ça fait partie de la modernité.
Alors, en guise de conclusion provisoire, est-ce que je peux vous demander finalement quel est le bilan, je dirais presque un peu affectif, que vous tirez de ces 6 années? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été efficace? Finalement, c'est un message d'espoir. On arrive, même dans cette maison un peu guindée, à des choses, ou est-ce que, au contraire, vous êtes un peu désabusé? Ah non, je ne suis pas désabusée, je fais ça avec passion et détermination. Et je suis arrivée à des petits acquis. J'ai aidé à faire reconnaître l'État palestinien par une résolution. J'ai abrogé le délit de racolage. J'ai fait passer la résolution sur les réfugiés climatiques. J'ai donné des petits coups de canif sur des préjugés. J'ai obtenu, enfin j'ai fait passer d'autres textes. C'est rare ici que les groupes minoritaires politiquement, en nombre, puissent faire passer des choses. Et j'ai fait passer des choses, je me suis battue, je pense qu'on peut faire des choses, même quand on a un accent comme le mien. Il faut se faire respecter, et en travaillant beaucoup. Les femmes connaissent ça, elles travaillent toujours plus que les hommes pour se faire reconnaître. Et là, pour moi, l'accent, c'est un peu ma négritude. J'ai essayé de faire encore plus d'efforts pour qu'on me reconnaisse avec ma négritude. Et puis bon, les gens me respectent, je pense qu'ils me respectent. J'ai appris le compromis aussi, vous savez, c'est très dur. Et puis j'ai appris l'humilité, à savoir que prof de fac, je suis venue ici apprendre comment on faisait des textes, j'ai regardé les techniciens, je me suis tue très longtemps, c'est pas dans mes habitudes d'être silencieuse, et j'ai appris cette humilité parce que le travail législatif, c'est un travail technique aussi, parce que quand on ne connaît pas la technique, on ne peut pas faire passer les idées. La technique, enfin, le technique est un véhicule. Voilà, j'ai appris déjà ça, puis j'ai appris la politique, il faut dire, et puis j'ai appris à connaître les Verts. Europe Écologie Les Verts, dont je fais partie. Je ne suis pas née écologiste, mais je le suis devenue. J'ai défendu la cause des réfugiés climatiques. J'ai fait passer le texte à la veille de la COP 21, ce qui a donné un peu de place à ce sujet qui sera un des sujets à venir dans quelques années avec le réchauffement climatique. J'ai pu permettre cela. Je me suis battue contre j'ai fait un texte sur les perturbateurs endocriniens, enfin avec d'autres collègues qui sont plus savants que moi sur le sujet. Si on se bat contre le réchauffement climatique, contre le nucléaire, pour la transition énergétique, c'est parce qu'on veut améliorer la vie des personnes qui occupent cette planète, et je ne vois pas du tout, moi, la nature séparée des êtres humains. Donc, ça a été un lieu d'apprentissage, et pour moi, ça a été un lieu d'ouverture vers un autre monde. Et voilà, peut-être je n'ai pas fait la grande révolution du siècle, mais j'ai appris à me contenter du peu. Voilà, qu'on peut faire. Une ouverture vers un autre monde, c'est une jolie conclusion. Merci. Merci à vous.